Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le plateau du Monde en face. Le harcèlement à l'école, c'est un mal insidieux qui toucherait un enfant sur 10. Ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi et comment certains élèves deviennent des boucs émissaires. Depuis quelques années, l'éducation nationale a compris la nécessité de s'attaquer au problème, car le harcèlement peut rester un traumatisme pendant longtemps. C'est un peu votre histoire, Amandine Stelletta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la co-réalisatrice du film qu'on va découvrir dans quelques minutes. Vous, c'était il y a 18 ans, c'était il y a très longtemps. 18 ans, oui. Et pourtant, il y a eu un besoin de parler de ça à travers votre travail de réalisatrice. Pourquoi? C'est pas encore guéri, c'est pas encore refermé? Le harcèlement, et ça a été montré aujourd'hui par des chercheurs, par des psychiatres, par tout un tas de gens qui continuent à faire du travail là-dessus aujourd'hui. C'est une blessure, c'est quelque chose qui ne vous quitte jamais. Parce que vous, ça a duré très longtemps, de la 6e à la 3e, Oui, toutes les années collège. ça a duré 4 ans. C'était voilà. l'enfer? Oui, en tout cas, ça l'était suffisamment pour m'avoir ôté le goût de vivre à cette époque-là, oui. Le miroir qu'on a devant soi à cette époque-là, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, c'est les autres. Et moi, ce miroir a été tellement de me dire, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ce que je vivais à l'époque, c'était de me dire tellement t'es une merde, tu ne vaux rien, que ce miroir, j'ai fini par l'intégrer et j'ai fini par me dire c'est ce que je suis, donc il faut que je disparaisse, j'ai envie de disparaître tout simplement. Et il faut du temps pour se reconstruire. J'imagine que le travail que vous avez fait en tant que co-réalisatrice vous aide aussi à vous reconstruire, à trouver peut-être des réponses. En tout cas, nous, dans ce documentaire, vous avez posé énormément de questions. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes qui ont vécu ce que vous avez vécu il y a 18 ans. Il y a des témoignages très poignants. Il y a des choses très dures quand on est parent et qu'on se dit que ça peut arriver à notre enfant. On va découvrir ce documentaire, Harcèlement à l'école. C'est un film de vous, Amandine Stelletta et Nicolas Bourgoin. Et on se retrouve juste après avec nos invités. J'étais au ski, au voyage au ski, j'étais revenue des épaules aux pieds plein d'hématomes. Et moi j'ai pas compris, et il me marchait dessus et pourtant il fait la taille d'un enfant de ses mains. Des fois il m'enfermait juste pour rire comme ça dans la terrasse. Des fois il sautait du lit en hauteur pour me sauter dessus. Des fois ça faisait très mal. Et après il a commencé à traiter ma mère juste pour voir ce que j'étais capable. Et pourtant je lui ai dit d'arrêter, mais il continue. Ce matin j'étais obligée de courir dans toute la cour pour éviter, il me poursuivait pour me mordre. Ce matin il m'a mordu en même. Moi ça a commencé en 6e avec une amie que je connaissais depuis qu'on avait à peu près 2 ans. Et il s'est avéré qu'elle a commencé à lancer une réputation sur moi parce que ma maman était homosexuelle, donc je l'étais. Et moi, mon ami en est arrivé à me frapper dans les toilettes, en dehors des autres. Mais quand je reviens la tête en 4 épisodes, il y a personne qui est capable de me croire au collège en me disant voilà, telle personne m'a fait ça. Je reviens avec des marques, mais personne ne me croit. Il y a 3 semaines maintenant, je me suis aperçue que mon fils subissait le harcèlement depuis le début de l'année. Il faisait des crises pour ne plus aller à l'école et il disait que de toute façon, il préférait se tuer plutôt que d'aller à l'école. En France, il y a 12 millions d'élèves. 1 400 000 seraient harcelés chaque année. Ça, ce sont les chiffres du ministère. Mais il y a aussi tous ceux qui se taisent. Marie a 15 ans. Elle est en 3e. Oh, de Vincent, c'est pourquoi? Ouais. Là, on est au feu, là. Comme tous les jours, elle rentre du collège accompagnée par l'un de ses frères. Ce midi-là, un incident se produit sur le chemin du retour.
y en a un qui était en train de rigoler avec nous. Elle a cru qu'il était en train de rigoler d'elle, mais en fait non. Et elle est venue vers toi? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Gueule de singe. Comment t'as réagi? Bah, c'est plutôt moi qui a réagi. Qu'est-ce que tu as fait toi? Je lui ai dit que ta gueule grosse. Comment tu te sens? Ben... j'ai envie de la taper. Ça arrive souvent ça? Ouais. Ça a commencé quand, les problèmes à l'école? Depuis un 5e. Et là, t'es en quelle classe? En 3e. Et ça a commencé comment? Par des insultes. Après, c'était par en train de me taper. On t'insultait, on te disait quoi? Tête de singe, crapette. Pourquoi on te traitait comme ça? Je sais pas. Ouais, j'espère que demain, elle va pas venir t'attraper parce que sinon... Oh bah t'inquiète, elle s'en mangerait une... Et j'avais envie de la balayer. Ça n'a l'air de rien. Des moqueries, des insultes, des chamailleries entre gosses. Il paraît même que ça a toujours existé. Marie se fait traiter, comme elle dit, presque tous les jours depuis des années. Dans la rue, dans la cour. Mais à 15 ans, pas facile d'en parler. Est-ce que tu l'as dit à tes parents tout de suite? Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'ils pensaient que c'était moi qui commençais. Et pourquoi tu en as parlé? Pour m'aider. Parce qu'avant, t'avais pas besoin d'aide? Si. J'ai pas réagi tout de suite. Je me suis pas aperçue de ce que mon enfant subissait. Et on a eu la chance qu'elle s'est quand même exprimée. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà le bon point. Mais bon, elle se sent rabaissée. Elle a perdu la confiance en elle. Face à la souffrance de Marie, ses parents prennent contact avec l'école. Plus de 10 rendez-vous en 4 mois. Sans succès. Impression pour eux que la parole de leur fille n'est pas entendue. Pourtant, sur les réseaux sociaux qu'elle consulte quotidiennement, le harcèlement est manifeste. Ok, je peux dire ce que j'aime chez toi? J'aime les singes. Il s'est foutu de ta gueule. T'es pas son genre. En plus, sans te vexer, il sort qu'avec des belles filles. Il t'a demandé pour se moquer. Hé, la pute! Elle a quitté. Elle te conseille et puis après elle t'insulte. Ça t'a fait mal quand t'as lu? En plus, au collège, elle est avec ses copines. Et pourtant, elle m'insulte pas, c'est ça le problème. Il y en a qui le font en cachette, hein. Et pourquoi là tu réagis? Tu leur réponds. Et pourquoi tu ne le fais pas à l'extérieur? J'y arrive pas. Ils te font peur? Ouais. Avant, le harcèlement en milieu scolaire, c'était dans les murs de l'école, du collège, du lycée. Mais maintenant, c'est tout le temps. Vous rentrez à la maison, il y a la trace sur votre téléphone, sur Internet, les réseaux sociaux, ça continue, c'est sans fin. L'enfant harcelé, il peut même pas se dire à la maison, je vais être tranquille. Ça continue en permanence, donc il n'y a pas de limite. Ça, c'est nouveau. Ça fait 3-4 ans. Avant, on n'avait pas ça. Le souci, c'est comme ça se passe à l'extérieur en général de l'école. Ils ne veulent pas trop en tenir compte. Et pourtant, c'est des élèves de l'établissement qui ont commencé dans l'établissement, qui continuent au niveau des vacances et qui reprennent à la rentrée scolaire. Donc le cumul de tout ça, c'est pas évident, quoi. Marie ne supporte plus son harcèlement. Sur les conseils du médecin, ses parents la déscolarisent plusieurs semaines. Pourquoi les médecins ils t'ont arrêté? Parce que je me faisais traiter, puis je pensais à des pensées suicidaires. Puis là, Ça veut dire quoi, des pensées suicidaires? Que je voulais me tuer. Ça faisait longtemps que tu pensais ça? Oui. Alors il faut toujours revenir à l'histoire des mots. Harcèlement, ça vient de hers.
une grille qui tombe et qui a des pointes, et donc qui peut déchirer, qui peut faire beaucoup de mal. Donc c'est pas seulement de la violence, comme on aurait tendance à le dire de façon un peu générale. Le harcèlement, c'est des pointes contre quelqu'un qui vont l'attaquer, le blesser, voire le tuer. En perdre le goût de vivre, c'est quand même une souffrance qui va très loin. Arrête-toi de faire pleurer. C'est une horreur à vivre. Parce que vous êtes toujours aux aguets de ce qui peut se produire. Vous évitez de laisser seul votre enfant quelque part parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aller très vite. Moi, quand on a sorti cette phrase, pendant plusieurs jours, je ne dormais plus. Je me levais pour vérifier si elle était bien dans ce lit. L'enfant prend beaucoup de coups. Nous, on essaye de résister devant l'enfant pour éviter qu'elle culpabilise. Encore plus, on essaye de lui remonter le moral. Mais par derrière, on se met dans un coin, on craque. Depuis janvier, Marie a repris le chemin de l'école. Grâce à l'insistance de ses parents, les surveillants accordent désormais une attention particulière à Marie. Le harcèlement semble avoir diminué, pour le moment. Cela fait plus de 17 ans que Bruno n'est pas revenu devant les grilles de ce collège, le même que celui de Marie. Et pourtant lui aussi a vécu cet enfer, le harcèlement, un phénomène vieux comme l'école. Ouais, j'ai l'impression que je vais aller en cours, là. Et ça me terrorise un peu. Ça me terrorise un peu. J'ai l'impression d'avoir 11 ans, là, c'est... J'y suis, c'est là. C'est super difficile, mais bon. C'est dur. Dès les premiers jours de 6e, Bruno devient le souffre-douleur de ses camarades. Un calvaire qui prend fin 4 ans plus tard. Bruno traversera cette épreuve sans dire un mot. Aujourd'hui, j'en parle, mais il y a quand même de la gêne derrière, il y a quand même... Enfin voilà, c'est pas si évident que ça, quoi, de dire... J'ai été victime, parce que c'est ce que j'ai été, quoi. J'ai été victime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'en parler, c'est gênant, mais... Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui encore? Mais le fait de ne pas avoir su me défendre, de pas avoir parlé plus tôt, de pas avoir trouvé de solution, parce que je me dis que qu'après moi, des Bruno, il y en a eu plusieurs, quoi. C'est voilà, quoi, c'est de pas avoir trouvé de solution pour les autres et de pas avoir agi. Et quelle était la fréquence de cette violence? Quotidienne, mais quotidienne. Enfin, il n'y avait pas d'instant de répit. On m'a pris mon cartable, on me le lance du 3e étage, donc après il faut récupérer au rez-de-chaussée dans l'état où il est, ou la cour de récréation où il fallait se sauver. C'était devenu un jeu de survie, quoi. C'est quand on vous dit on va faire un jeu, je vais t'étrangler, tu vas tomber dans les pommes. Enfin voilà, quoi. Et c'est ce qui se passe. Et quand un professeur me découvre comme ça allongé à terre, elle me dit dépêche-toi d'aller en récréation. Voilà, ça se limite à ça. Voilà, quoi. C'est d'une rare violence. Quand la cour de l'école devient une arène, la salle de classe, une prison, les camarades de jeu des tortionnaires, comment distinguer de simples colibés des jeux dangereux, de simples chamailleries, d'agressions physiques? Pour ces victimes de harcèlement,
l'école est loin d'être un lieu de paix. La cantine, enfin je vois aujourd'hui, j'ai gardé cette manie de manger très vite, parce qu'à la cantine c'était comme ça, quoi. Il fallait manger vite pour pas avoir sa tête dans l'assiette, pour pas qu'on vous crache dans l'assiette ou qu'on vous vide l'assiette dans le sac. Donc, et pareil pour les toilettes ou si j'avais accès, voilà quoi, c'était, on défonçait la porte, on me bousculait, donc voilà quoi, j'en arrivais à m'uriner dessus, enfin, donc c'est tout. J'allais plus aux toilettes. Les toilettes, les vestiaires, les couloirs, la cour, la classe, le réfectoire. Chaque lieu a ses codes, ses angoisses, ses souvenirs. Et après, ça a été plus de l'attaque psychologique, quoi, où on vous fait dire que vous êtes rien, quoi, dans d'autres termes, quoi. Quand toute la journée on vous dit t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde, vous l'assimilez. Vous l'assimilez, vous perdez confiance en vous, enfin voilà quoi, c'est... Et c'est pareil, ça aussi c'est des choses qui restent. Le manque de confiance en soi, tout ça, c'est resté de nombreuses années. C'est resté de nombreuses années. Le harcèlement, il doit se définir aussi par ses conséquences. Premièrement, décrochage scolaire, y compris des bons élèves. Mais c'est aussi l'absentéisme. Est-ce qu'on dit suffisamment que 20 à 25% des enfants absentéistes chroniques, qui ne vont plus du tout à l'école, n'y vont plus à cause du harcèlement? Deuxième chose, deuxième conséquence, on les connaît très bien, sont les conséquences en termes de santé mentale. Perte d'estime de soi, dépression, et dépression à très long terme. C'est-à-dire qu'un enfant harcelé, dépressif, fera souvent un adulte harcelé, dépressif, quelquefois 30 ans après. J'ai rencontré, par exemple, un chauffeur de taxi qui n'osait pas sortir de son taxi. C'était sa seule zone de sécurité, parce qu'il avait été harcelé quand il avait 18 ans. Bon. C'est aussi des conséquences, bien sûr, qui peuvent être encore plus dramatiques, les tentatives de suicide, les suicides, et ça, c'est donc, bien entendu, essentiel. À la fin du premier trimestre de sa 6e, Bruno avale une boîte de somnifères. Il est conduit à l'hôpital, sa vie n'est plus en danger. Interrogé par ses parents, mais aussi des psychologues, il n'avouera jamais les raisons de son geste. À ce moment, ses proches ne savent toujours pas ce qu'il vit à l'école. Il ne le révélera que 20 ans plus tard. C'est encore douloureux pour vous aujourd'hui? Super douloureux. Ce mal de vivre, ça m'a accompagné longtemps, super longtemps, où à la moindre épreuve, à la moindre déception, d'entrée de jeu, voilà quoi, ça revenait, ça a été cette forme de mélancolie qui va vous pousser à penser au pire, mais pendant très longtemps, Bruno ne l'aurait sans doute jamais avoué s'il n'avait pas entendu parler du suicide d'une adolescente scolarisée dans le même collège que lui. C'était en janvier 2012. Elle s'appelait Pauline. Pauline. Dès le lendemain du drame, la famille de Pauline quitte la maison. Presque rien dans leur valise. Quelques vêtements et un début d'explication. Des témoignages de parents et d'élèves du même collège que Pauline, déposés spontanément dans la boîte aux lettres. J'ai été informée par mon fils des sévices que subissait Pauline. Insultes, crachats, croche-pieds, cela à plusieurs reprises. On lui tirait les cheveux très fort, on lui donnait des coups de poing dans le ventre, certains lui crachaient au visage. Elle a traîné par terre et lui a mis des coups de pied. Ils ont dit à Pauline, va crever. Elle se faisait insulter de pute, salope, connasse, que sa mère était une chienne et une grosse conne. Pauline s'est souvent plaint et m'a confié vouloir se suicider. Un an après le drame, la famille a définitivement déménagé à quelques kilomètres de là.
Pauline était l'aînée de la fratrie. Thomas est en 6e, Corentin en CM2. Et Thomas, quoi? Tu t'en souviens quand on allait à la pêche avec Popo? Ouais. Elle aimait bien venir en famille. Et l'hiver, on venait se promener pour donner à manger aux canards et voir un petit peu ce qui traînait comme bête, quoi. Comme gibier? Ouais. C'est un endroit que vous aimiez bien, ça? Ouais. Ouais, ici, c'était sympa? Ouais. Ouais, puis c'est calme. Il y a pas de... Puis ben, les enfants connaissent, donc il n'y a pas de danger, quoi. Ouais. T'aimes bien venir ici? Ouais. Toi, je te demande pas. T'aimes bien? J'aime bien venir quand il neige pas. Il fait moins froid. Voilà. Une année de deuil pour la famille. Une année à essayer de comprendre le geste de Pauline. Pour eux, tout commence lors de son entrée en 6e. Ça a été vraiment bien jusqu'à mi-septembre où elle nous a dit l'ambiance est pas bonne, on se moque de moi. D'ailleurs, c'est lors d'un devoir où on s'est rendu compte que ça n'allait pas, parce qu'il fallait qu'elle explique à son ancien professeur sur une lettre, ce qui se passait au collège. Et moi, quand j'ai lu son devoir, sur le devoir, c'était on m'embête tout le temps, on me frappe, on me crache dessus. Moi, j'ai dit, Pauline, tu peux pas dire ça dans ton devoir, il va être lu par ton nouveau professeur. Et parce que moi, je pensais que c'était plus des embêtements qu'autre chose. Donc, c'était le début, ça. Et là, nous, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Donc, on a commencé à faire attention. À ce moment-là, elle en parlait assez librement. Mais elle nous disait juste qu'on l'embêtait. Elle nous disait qu'on m'embête, on me crache dessus, à la cantine, je peux pas manger tranquille. Ça, elle nous le disait. Moi, je lui ai dit, écoute, défends-toi quand même. Si vraiment ça continue, défends-toi quand même. Et le problème, c'est que Pauline s'est défendue. Et après, au lieu d'être deux filles qui l'embêtaient sans arrêt, c'est devenu une meute de filles. Donc le problème a pris de l'ampleur, en fait. Octobre. La mère de Pauline alerte le collège. Début novembre, Pauline rentre à la maison couverte d'égratignures. Elle raconte à ses parents qu'elle a été traînée à terre. Sa mère se rend une nouvelle fois au collège et menace de porter plainte. Le professeur principal a décidé de faire un briefing dans sa classe d'éducation civique pour parler de la tolérance et du harcèlement. Et suite à ça, on s'est revus et il m'a dit ça sert à rien de porter plainte. Les jeunes filles étaient consternées. Elles ont dit qu'elles allaient arrêter. Elles ont bien compris. Et on avait eu dans le carnet de correspondance un mot comme quoi les problèmes de Pauline étaient résolus. Et à partir de cette période-là, c'est vrai que Pauline, quand on nous demandait comment ça va à l'école, ça va. On avait été rassurés. Elle n'en parlait plus. Pour nous, ce problème-là était terminé, le problème d'harcèlement. À cette période, les parents de Pauline pensent que le collège a réussi à mettre fin au harcèlement de leur fille. Jusqu'en décembre, l'adolescente n'abordera plus le sujet avec sa famille. Personne à la direction de l'établissement ne souhaite s'exprimer sur le sujet. Lors d'un rendez-vous avec un membre de l'équipe pédagogique, filmé en caméra cachée, une réponse très différente est donnée. Avant le décès de Pauline, on n'a jamais traité de problème de harcèlement avec Pauline. C'est-à-dire qu'on était sur les problèmes familiaux. On a agi sur le malaise, on a agi sur les trucs comme ça. Moi, quand j'ai croisé Pauline, jamais elle m'a dit « je suis harcelée ». Jamais elle m'a dit « on me tire les cheveux ». Jamais on me bouscule, jamais on me frappe. C'est ça. Les responsables de l'établissement avaient connaissance du mal-être de Pauline. Un mois avant les vacances de Noël, elle aurait même tenu en classe des propos suicidaires. Mais selon eux, la souffrance de la jeune fille n'est pas liée à l'école. Nous, on n'avait qu'une crainte, notamment au mois de décembre, c'est qu'elle se suicide dans notre établissement. Très clairement. Et qu'elle aille dans les toilettes et là-dessus. Donc au moment des récréations, il y avait toujours un assistant d'éducation avec elle, notamment au mois de décembre. Avant, depuis le 1er décembre, Pauline, jamais toute seule. C'était la consigne. Pauline s'est définitivement terrée dans le silence. Les vacances de Noël arrivent et l'affaire semble enfin réglée. Elle était comme à son habitude. Elle exprimait vraiment la joie de vivre, en fait. Elle était toujours joviale, toujours souriante, légère. Oui, parce qu'à 20h30, quand je lui ai dit ce soir-là, Pauline, il faut te coucher demain à l'école, elle m'a regardé, elle m'a dit, non papa, il y a encore une semaine de vacances. Je fais, non Pauline, cette année, il y a moins de vacances, ça reprend demain. Et là, j'ai vu un changement, j'ai vu sa figure
Ah, plus de sourire, parce que Pauline avait le sourire tout le temps, et là, plus de sourire. Et donc à 8h30, tout le monde a été se coucher, et une heure et demie après, ils sont redescendus. Thomas, l'un de ses frères, descend les escaliers. Il entend un coup de feu et voit sa sœur tomber. La famille s'est installée à une dizaine de kilomètres de leur ancienne vie. Viens, on va au chocolat. On n'a jamais vu ça. Faut pas les faire trop tard, tes devoirs. Moi, ça va, c'est de la vélo. Moi, j'aime bien jouer. C'est en fait un château, un trait, et tu leur copies les châteaux sur les carrés. Oh, cette fois-ci, moi, j'aime bien. Oh, la symétrie. Clac. Quelques jours après le drame, la famille de Pauline décide de porter plainte contre le collège. Si j'ai porté plainte contre l'établissement, c'est dans le sens où je juge qu'ils n'ont pas fait ce qu'il a fallu. Ils nous ont désinformés. Ils nous ont pas, quand ça a été mal après, ils nous ont pas dit oui, mais peut-être que Pauline, alors comment ça se passe avec tes camarades? Est-ce que tu t'es encore fait agresser, par exemple? Non. La police particulièrement nous a dit oui, mais faut pas chercher un responsable, c'est la faute à pas de chance, elle était certainement dépressive, ce qui arrive souvent à cette période, donc c'est-à-dire l'adolescence et le passage au collège. Mais Pauline, quand elle était avec nous, elle ne montrait aucun signe de dépression. Personne dans la famille n'a dit faites attention, Pauline, ça va pas, allez, je l'ai trouvé bizarre. On nous a orientés vers mais cherchez chez vous, ça doit venir de chez vous, il y a quelque chose chez vous qui fait qu'elle va mal. Ça faisait 3 ans que je connaissais Pauline. Pauline, c'était une fille toujours souriante. On a eu beaucoup de joie. Jusqu'au jour où elle est entrée au collège. Je l'ai vue, elle était plus pareille. Je connais Pauline depuis la primaire. Pauline était une fille tranquille et sans histoire. Quand elle est rentrée au collège, tout a commencé. Il y a un groupe de grands qui l'insultaient, tapaient pour aucune raison, face d'ora, garçon manqué, mal habillé, qu'elle n'avait rien à faire au collège. Quand je vois tous ces témoignages d'enfants qui disent on a vu Pauline se faire tirer les cheveux, on a vu Pauline se faire traîner par terre. On a vu Pauline qui est allée à l'infirmerie parce qu'elle a pris des coups de poing dans le ventre. Les témoignages sont des faux témoignages selon vous? Alors, non. Non, parce que... Tous les témoignages qu'ont recueillis la famille de Pauline. Voilà. Alors, on a une fille qui était en mal-être, très clairement, et on n'a pas pu éviter le passage à l'acte. Moi, je dis qu'en revanche, en tant que professionnel de l'éducation nationale, j'ai fait le travail que j'avais à faire et je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Savoir ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a dû garder en elle, parce qu'elle devait avoir un chagrin monstre, et de garder ça en elle, de ne pas l'exprimer, de partir dans cette... sans dire au revoir, sans venir chercher un câlin, sans venir chercher... Ça, moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à... Elle a pas appelé au secours. Elle est partie en silence, en fait. Elle a pas cherché à ce qu'on la rassure, à essayer quoi que ce soit. Pour elle, il fallait que ça finisse, qu'elle ait pu à y retourner. Et maintenant, nous qui cherchons à lui rendre justice, qui avons vu, qui avons su tout ce qui s'est passé, les erreurs qui ont été commises, on est obligé aussi, par la même occasion, de se justifier, d'expliquer pourquoi on va jusque-là, pourquoi on porte plainte. Et on est à chaque fois, on nous met en doute. Il y a des problèmes d'identification légale de ce que c'est que le harcèlement. C'est pas simple. Comme effectivement ça apparaît comme une suite de petites choses, aller le prouver n'est pas si simple. Probablement dans le cas du cyberharcèlement, ça sera plus facile, parce que là il y a les traces. Et des traces qu'on peut remonter même quand ça a été effacé d'ailleurs. Bon. Donc la police scientifique là-dessus pourrait faire un sacré travail. Mais en attendant, oui, il y a une vraie difficulté de qualification. Ça n'est pas le cas que pour le harcèlement à l'école. Rappelez-vous, la loi sur le harcèlement sexuel a été retoquée parce que on trouvait que c'était une catégorie juridique qui n'était pas suffisante. Donc là, il y a à travailler avec des juristes là-dessus, ça me paraît évident. La famille, l'école, les profs, les camarades de Pauline ont été auditionnés par la police. 1 an d'enquête et toujours pas de retour pour les parents de la jeune fille. Une attente, une épreuve. Difficultés juridiques. Difficultés aussi au sein même des écoles pour reconnaître le harcèlement. Le déni parfois.
Comme si le problème n'était pas suffisamment grave pour être pris au sérieux. Les premières assises sur le harcèlement à l'école ont été organisées par le ministère de l'Éducation nationale en avril 2011. Le phénomène en France a été fortement nié pendant des années. Alors que dans d'autres pays, en particulier en Europe du Nord, ça fait plus de 40 ans qu'il y a des programmes, qu'il y a des recherches là-dessus. Donc il a fallu très longtemps. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Eh bien, je crois qu'il y a une certaine proximité entre le thème du harcèlement et le thème de la violence à l'école. Et en France, on a toujours voulu voir la violence à l'école pendant de longues années comme une violence d'intrusion, comme une violence qui venait de l'extérieur et qui était une violence délinquante. Si bien que tout le thème de la violence à l'école a été traité comme un thème de sécurité publique. Or, quand on fait des enquêtes précises, on sait que 98%, 99% des faits de violence sont des faits de petites violences répétées qui touchent environ 10% des élèves, surtout 5% en réalité de manière sévère, et qui est du harcèlement entre pairs dans les écoles. C'est une vraie révolution culturelle de penser la violence à l'école, non plus simplement par le biais de la sécurité et par le biais de la violence extérieure, mais bien par une violence entre pairs. Pour le ministère de l'Éducation nationale, sa priorité, c'est sensibiliser le personnel, son cheval de bataille. Les profs, les CPE, mais aussi les directeurs d'établissements, de primaire, de collège et même de maternelle. Roselyne Venot et Karina Gégou sont formatrices au rectorat de Versailles, en prévention et traitement des violences scolaires. Ce matin, elles s'adressent à un parterre de directeurs d'écoles primaires. On reçoit beaucoup de courriers de parents où il y a une rupture entre l'école et les parents qui ont le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être crus. Donc ce qui est important, c'est d'abord d'écouter, mais vraiment, c'est-à-dire laisser dire, pas être déjà sur la défensive où on se sent attaqué dans sa posture de directeur ou directrice. C'est pas forcément la démarche du parent qui est inquiet. Il a le droit d'être inquiet. Je suis sûre que vous êtes en train de penser à quelqu'un en particulier. Alors l'objectif de la matinée, connaître, reconnaître, traiter et signaler le harcèlement. Si les directeurs croient déjà tout savoir, en matière de harcèlement, ils retournent sur les bancs de l'école. Et Roselyne Venot, ex-commandant de police de la brigade des mineurs, ne va pas les ménager. Petit rappel de base, ne pas oublier que le harcèlement se passe derrière leur dos. Quand on est victime, on peut avoir une attitude qui laisse rien paraître. Et on fait, voilà, on se met une carapace, on se blinde, et d'ailleurs il y en a plein, vous avez plein d'enfants qui disent « Ah non, mais moi ça va, je m'y suis habituée. Ah non, mais c'est moins grave qu'avant. » Il y en a plein qui disent ça, c'est pas tolérable. La responsabilité de l'école est également mise en cause. Toujours se remettre en question. Le harcèlement peut être révélateur d'un dysfonctionnement. Parfois, la surveillance de la cour de récréation mérite d'être questionnée, d'être réactivée, réorganisée. On peut le voir de temps en temps, quand on arrive à certains moments, hein, d'avoir des adultes qui sont regroupés dans un coin, qui tournent le dos à la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quand même à ces moments-là qu'il se passe un certain nombre de choses. On ne s'imaginait pas qu'on le vivait tous les jours. Pour nous, c'était de la violence, voilà, simplement de la violence. Voilà, on joue, on se pousse. Non, en fait, on s'est rendu compte que derrière, il y avait quelque chose d'organisé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants à côté de qui on est passé. De toute façon, c'est évident, c'est évident. Et moi, j'ai eu un cas réglé il n'y a pas très longtemps d'un enfant qui se plaignait parce qu'on se moquait de lui pour ses vêtements. Et donc, on en a discuté avec ceux qui se moquaient de lui. Et en fait, j'ai cru sur le coup que ça avait tout réglé. Vraiment. Et quelques jours après, ça a recommencé. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que apparemment, ce que j'avais fait n'avait pas suffi. Voilà. Vous savez, quand on est seul dans son bureau et qu'on doit, comment dire, gérer ce genre de choses, on ne sait pas à quel sein se vouer, on est un peu perdu. Et là, on se dit, on est beaucoup de directeurs à être comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de directeurs d'établissement qui se sentent un peu désarmés face à ça et pas entendus. Moi, je crois. Pourquoi est-ce que le ministère lui-même parle de déni du harcèlement?
j'en sais rien. Peut-être parce que ça nous remet en cause. Ça nous remet en cause de choses qu'on n'a pas vues, de choses qu'on ne sait pas traiter, de choses pas fichu de voir ce qui se passe dans nos classes. Pas suffisamment d'accompagnement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans une situation comme ça? Jusqu'où ça va? Jusqu'où moi je peux aller? Quelle est ma position? Et à quel moment il faut que je me fasse aider par l'extérieur? Moi, toute seule, je ne peux pas tout faire. Voilà, donc il me faut de l'aide. Bonjour, les carnets, ton carnet qui n'est pas sorti. Les carnets, ton carnet, il est où? Allez, allez les filles, on accélère. C'est bon. Patrice Coupry est principal de ce collège depuis 4 ans. Lui n'a pas attendu que le ministère propose des formations de sensibilisation pour prendre le harcèlement à bras-le-corps. Bonjour monsieur. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Oh s'il vous plaît. Oh. Bon s'il vous plaît, vous allez en cours là, vous dépêchez. Allez Maëlys, au travail. Pour lui, le problème a toujours existé, donc il s'en est toujours préoccupé. Non mais toi tu commences à me fatiguer. Ça fait 3 fois que je te vois ce matin. Allez mesdemoiselles, on y va. C'est bruyant. 700 élèves, c'est forcément bruyant. Hein. C'est pas le nombre qui compte. Quand on dit qu'il faut, par exemple, plus de surveillants, plus de personnel, il faut des gens en nombre suffisant, mais des gens qui soient motivés, qui soient déterminés. Et naturellement, la présence joue. Perdu. Et là, tu la reprends pas avant la fin de la semaine. Hein. Ça fait 4 fois, c'est bon. Vous avez récupéré une casquette? Ah oui, je récupère une casquette, puisque normalement, la règle, c'est que on ne porte pas de casquette à l'intérieur de l'établissement. C'est pour leur apprendre qu'il y a des règles. Et par exemple, moi, je m'interdis, même s'il pleut, si j'ai une casquette à l'extérieur, à l'intérieur, je l'enlève. Et si jamais il m'arrivait de l'oublier, je l'enlèverais, je dirais aux élèves, ben voilà, je m'excuse, j'ai oublié la... Ne pas prendre les élèves pour des imbéciles, les prendre pour des gens, pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des gens intelligents qui peuvent comprendre les choses, qui peuvent comprendre les règles, même s'ils essayent, bien évidemment, de ne pas toujours les respecter, mais faire en sorte que soi-même, on soit exemplaire par rapport à l'application des règles. Voilà. Allez, on se dépêche, s'il te plaît. Donc on va déjà passer à la vie scolaire. La vie scolaire permet de voir un petit peu, c'est les élèves qui sont exclus, pour les temps de permanence, etc., voir un peu le pouls. Hop, un petit mouvement, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonjour, asseyez-vous. Celui-là, il est encore là, pour quelle raison? Parce qu'il a été exclu de cours, il arrive en retard. Non, mais ça n'arrête pas. Ta sucette, c'est pas une sucette que t'as, non, c'est ton stylo. Très bien. Et pourquoi tu t'es fait confisquer ton portable? Parce qu'il a sonné et j'ai oublié d'éteindre. Bah oui, donc tu reconnais que t'étais fautive. Alors c'est bien. Si tu reconnais que t'étais fautive, c'est très bien. Voilà, les élèves qui travaillent. Il est 9 h et déjà 2 élèves sont convoqués. Il a commencé à me faire ta gueule, je vais niquer ta mère. Comme ça. Après, je fais ok. Puis après, il a fait ouais, t'es mort dehors, je t'attends dehors, tu vas pas. Après, il m'a attendu, après, je sais pas. Donc c'est dehors qui t'a frappé? Bah, en sortant de la, oui, de la d'accord. classe. Alors donc c'est vrai ce qu'elle te dit ou pas? T'as bien dit? J'ai pas dit, dans la classe, j'ai pas dit, je vais te niquer ta mère. En tout cas, tu me fais ouais, ta mère, ta gueule. Donc elle uniquement parce qu'elle t'a dit ta gueule? Oui, elle dit, elle parle trop mal. Elle parle trop mal, donc tu la frappes. Donc après, ça m'a énervé, donc j'ai fait va te foutre PD. Voilà. Oui, tout ça, c'est bien, oui. Et après, il a commencé à s'énerver, il m'a suivi dans les couloirs, dans la cour. Et après, il m'a tapé à ce moment-là? Oui, enfin, après, il est venu, il m'a donné plusieurs coups dans mon genou pour essayer de me faire tomber. Voilà. Alors? C'est vrai ou pas? Ouais. Non, mais je vais te dire, je t'explique tout de suite. Hein. Moi, j'ai eu un coup de fil de sa maman qui envisage de porter plainte auprès de la police. Donc voilà, je crois que ta mère, que j'ai déjà vue plusieurs fois, a déjà suffisamment d'ennuis pour pas en avoir en plus des ennuis supplémentaires. Alors maintenant, qui t'est tapé, effectivement, c'est totalement inadmissible, je vais revoir ça. Mais tu trouves que c'est soit normal que tu le traites de PD, que tu en même temps, il m'avait insulté de pute en classe. Il m'avait fait ouais, je vais la niquer cette pute, en français. Écoute-moi, d'ici à midi, je ne veux plus entendre parler de vous. D'accord? Et à midi, on va faire le point, je vais rappeler ta maman et je vais voir tout ça. On ne peut pas tout voir. Quelqu'un qui vous dirait qu'il voit tout, je pense que vous leurrez. Et nous ne leurrons pas. Nous disons les choses telles qu'elles se passent. Donc il y a des problèmes, il y a du harcèlement comme partout, mais nous essayons de trouver des réponses pour qu'il y en ait le moins possible et qu'en tout cas ceux qui se livrent à ce genre de pratiques absolument délictueuses soient punis. Il faut que vous compreniez que tout est une question de climat. S'il y a un climat de confiance,
Si les élèves ont confiance dans les adultes, etc., ils vont aller voir la CPE s'ils sont embêtés, etc. S'il n'y a pas de climat de confiance et s'il n'y a pas de réponse de l'institution, les élèves n'iront pas. Donc ce qu'il faut, c'est que les élèves sachent qu'ils peuvent s'adresser aux adultes et que les adultes trouveront une réponse à leurs problèmes. Ils sont en train de faire les cons avec les béquilles. Oh! S'il te plaît! Tu lui rends la béquille! Non mais il comprend ce que je lui dis ou pas? Ah bon, il va falloir... Hey, Samia, vous lui dites qu'il commence à me fatiguer, lui, avec sa béquille. Ton sac, il est où, toi? Conscient de ses limites, Patrice Coupry a tenu à faire suivre à ses équipes et à lui-même les formations du ministère. Aujourd'hui, les conseils de discipline se comptent sur les doigts d'une main. Il en faisait passer une vingtaine à son arrivée. Ah, un baccalauréat, montre-moi ton baccalauréat. Il a obtenu du rectorat de Paris le label Lutte contre le harcèlement. C'est quoi métier? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as écrit là? C'est quoi ce métier zoolier? C'est quelqu'un qui s'occupe d'un zoo? Ah bon, d'accord. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne Merci. journée. Je vois les choses d'une manière assez modeste, c'est-à-dire à l'échelle d'un établissement, je vous dis, c'est la qualité de l'implication, de soutien, la valorisation des personnes qui y travaillent. Bon, allez, on va aller à la cantine. Le contact avec les élèves, vous avez vu comment est le contact avec les élèves, que les élèves se sentent en confiance, etc. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Bon, ça va. Alors, par exemple, ça, c'est un garçon qui a eu justement des problèmes d'élèves qui l'embêtaient, etc. Donc, on a eu la maman, lui, je l'ai reçu plusieurs fois. Et est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Est-ce que c'est réglé complètement? Oui, c'est réglé complètement. Bon, c'est pas préparé, hein. Bon courage, allez, bon après-midi. Là, le plateau. Après, je crois qu'il y a des éléments qui sont intangibles. C'est vrai qu'il faut faire des sensibilisations et qu'il faut qu'il y ait des formations. Par exemple, moi, je sais que lorsqu'il y a eu cette formation, j'ai découvert des tas d'aspects de Facebook que je ne connaissais pas et d'utilisation qui pouvaient être faites. Donc, à partir du moment où les professeurs y sont aussi plus sensibilisés, et on y a associé d'ailleurs tous les personnels, les agents de service, etc. Buongiorno, tutti. Si vous voulez, la clé, c'est toujours, dans l'éducation nationale, c'est toujours la même. Hein, c'est d'aimer les enfants, d'aimer son métier et de le faire le mieux possible, c'est tout. Hein. Ça n'a pas changé depuis Jules Ferry et même bien avant. Lutter contre le harcèlement, bien plus qu'une simple question de formation. Une affaire d'empathie, de sensibilité, de volonté. Jonathan a 18 ans. Il a passé ses 2 dernières années à l'hôpital, service des grands brûlés. Tous les après-midi, il participe à un atelier menuiserie, dans un cadre thérapeutique. Une réinsertion par le travail. Une façon de reprendre goût à la vie. J'ai quitté l'école à mes 16 ans, février 2011. Parce que je me suis moulé par le feu et c'est à cause du harcèlement, tout ce qu'ils me disaient en classe, tout en fait. Dès la primaire, Jonathan se fait traiter de gros porc. Arrivé au collège, on le bouscule, on lui donne des claques, on le raquette. Jonathan en arrive à voler ses parents pour payer ses racketteurs. 4 ans de harcèlement, sans jamais en parler à personne. Et puis un jour, il décide d'en finir. J'ai arrivé là parce que tous les moments qu'on n'aime pas, en fait, tout revient dans la tête. Et à force, on sait plus quoi faire, en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autre solution que ça. C'était une obligation. Ce jour-là, ses racketteurs lui réclament 100 € et le menacent de s'en prendre à sa famille. Il part acheter une bouteille d'alcool à brûler. Il s'immole. Il finira par se jeter dans le canal. Je savais que le harcèlement, tout ça, ça allait s'arrêter. La souffrance physique vous faisait pas peur? Si, mais la souffrance psychologique, c'est pire en fait.
Au départ, l'histoire de Jonathan nourrit les colonnes des rubriques faits divers. À l'époque, c'est sa mère qui témoigne. Aujourd'hui, Jonathan et sa famille utilisent la presse pour faire de leur histoire un électrochoc. On en entend régulièrement des jeunes qui se suicident, qui se jettent par le balcon, qui s'immolent ou qui se pendent, qui se jettent par un pont. Qu'est-ce que tu fais là, Gribouille? Et nous, on fait appel aux médias justement pour en parler, pour plus que ça arrive. Beaucoup de gens maintenant nous demandent de ces nouvelles régulièrement et on se sent plus seul. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu seul, on est beaucoup repoussé par un petit peu tout le monde. Il y a même là une petite fille qui a envoyé un beau dessin à Jonathan. Et bah, ça fait du bien. En plus, vu que cette petite fille-là, elle a 8 ans et demi. C'est pas trop difficile pour toi de parler toujours de ton histoire aux médias, justement? Si, c'est difficile, mais moi je le fais vraiment pour les autres personnes qui sont dans le même cas que moi avant j'étais. C'est important pour toi? Oui, très important. Donc dans toutes les lettres, il y a une lettre d'un garçon qui s'appelle Romain de Lyon. Et bah, ça nous a beaucoup touché cette lettre. Bonjour Jonathan, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans et je suis adolescent étudiant sur Lyon. Je me permets de t'écrire cette lettre car je viens de faire ta connaissance en regardant l'émission. On est dimanche et devant la télé, tu m'as profondément touché et bouleversé. J'ai pendant de longues années au collège ou au lycée été populaire et je viens de me rendre compte qu'on a pu être ces élèves moqueurs à harceler à de longueurs de journée des élèves qui restaient dans leur coin, seuls, car on les croyait différents. Alors devant ton histoire, je me suis effondré en larmes, culpabilisant pendant des années d'avoir été aussi méchant avec certains, et surtout en groupe. Aujourd'hui j'ai grandi, on grandit tous, et je réalise la chance que j'ai eue d'avoir une enfance facile. Tu es exceptionnellement fort et courageux, et ce qui t'arrive, la vie te le rendra, j'en suis sûr. Je ferai tout de mon côté afin de te transmettre tout le bonheur que je pourrai. C'est bien la première fois que cela m'arrive. Et content que cette lettre soit pour toi. Que cette lettre soit pour toi. En espérant une réponse de ta part. C'est bien. C'est un beau geste de sa part. Ouais. Une lettre comme une main tendue. Témoignage courageux d'un jeune repenti. L'internat, on se fait vraiment pas de cadeaux. Moi, je suis arrivé en 5e à l'internat. Pendant un mois et demi, j'ai été moi-même, comme tous les 5e qui venaient d'arriver dans cet internat, on était victimes de moqueries, on se faisait chahuter par les plus grands, parce que je pense que c'est dans tout internat de France qui est comme ça. Du coup, on se dit, après, quand on grandit, qu'on arrive en 4e, 3e, on s'impose en faisant des bêtises, en se moquant des autres, et c'est comme ça qu'on survit à l'internat, ouais. En étant populaire, en étant connu, en se faisant respecter. C'était une manière de rester, de rentrer le week-end serein, de repartir lundi, pas la boule au ventre, et en étant limite content de revenir à l'internat, puisque finalement, on était aimé de tout le monde. Donc, mais je pense qu'il y en a d'autres, lundi matin, ça devait être dur. Ouais. Les autres 5e, justement, qui restaient dans leur coin, ont pas mal ramassé, ouais, si je peux dire. Ouais. Des personnes qui étaient par exemple costauds, qui n'avaient pas le même physique que nous, on allait les traiter de gros porcs ou gros sacs, ou des élèves qui avaient par exemple qui sentaient pas très bon, peut-être pas leur faute aussi, tu pues, va te laver, casse-toi, enfin
Est-ce que votre popularité, finalement, vous l'avez construite sur ce type de... En écrasant les autres, de dire moi c'est moi le plus fort, et du coup après tout le monde n'a pas peur de nous, parce qu'on a toujours plus fort que soi, mais c'était plus, ben, moi je te rabaisse et je fais rire les autres, et du coup je suis plus fort que toi. Est-ce que ça vous procurait du plaisir de faire ça? Au fond de moi, je me disais pas le soir en rentrant, tiens quel plaisir de se moquer de lui, quoi. Mais c'était plaisir, je pense, sur le moment. Faire rire les filles, au collège on a 14 ans, on découvre les filles, etc. Mais c'est grave de dire ça, parce que plaisir de faire mal aux autres. Vous vous sentez coupable aujourd'hui de ce que vous avez fait à cette époque-là? Ben, coupable, ben oui, je me sens coupable d'avoir fait des actes comme ça au collège, de m'être moqué des élèves ou autres. Alors après, il n'y a pas eu vraiment de répercussions par rapport à ce qu'on faisait. On n'a jamais eu, nous, des histoires comme ça où l'élève a craqué ou autre. Mais je pense que ça aurait été plus loin, ouais, je m'en serais voulu même toute ma vie, ouais. Ce qui est, je pense, normal, quoi. J'espère que tout le monde en prend conscience. Marie n'a jamais cessé de se faire harceler. Après les insultes, les coups. Elle souffre d'une entorse. Après un an d'enquête, le procureur de Béthune a choisi de classer la plainte des parents de Pauline. En France, le harcèlement à l'école n'est pas reconnu comme un délit.